Notre maintenant ex-directeur rencontre un franc succès, nous le savions. Donc, je vous remercie d'être venu. On a vraiment dépassé les limites. On ne dira rien au nouveau directeur. Donc, soyez sages. Bon, eh bien, nous sommes très heureux aujourd'hui à l'association d'accueillir donc notre ex-directeur de l'Observatoire. Bon, on ne présente pas Vincent Baudet, hein. Tout le monde le connaît. Soit vous l'avez entendu ici, soit vous l'avez entendu sur les ondes. Donc voilà. Vous savez aussi qu'il nous quittera bientôt pour de nouveaux rivages, on va en reparler. Donc on ne le présente pas, et je suppose que ton parcours, tu en diras peut-être quelques mots, ce qui t'a amené à t'intéresser à la Méditerranée, qui va être le sujet de l'exposé d'aujourd'hui. Et peut-être aussi quelques mots sur tes perspectives, tes objectifs, lorsque tu vas gagner ces nouveaux rivages de l'archipel du Japon. Et bon, avant de te laisser la parole, en fait, je voudrais, au nom de l'association, te remercier pour l'ensemble de l'action que tu as eue vis-à-vis du public. Et tu vois, je pense qu'elle a été très appréciée pour à la fois diffuser et puis faire connaître la science, non seulement celle qui se fait au laboratoire, mais aussi la biologie et l'océanographie marine. Voilà. Donc, je crois que des portes se sont ouvertes, me semble-t-il, alors que je les avais fermées. Bon. Donc, merci à toi. Et bien sûr, cette action pour faire connaître la science, c'est l'objet de l'association qui supporte un peu cette médiation scientifique. Et bien, j'espère que nous allons être à la hauteur de ton action et du défi qui est cette diffusion et cette diffusion des connaissances et cette connaissance de la science, des sciences marines. Je te laisse la parole. Merci. Bon ben, merci à toutes et tous. Je suis vraiment très flatté de vous voir si nombreux. Alors, si j'étais directeur, d'ailleurs, je serais très inquiet parce que là, vous dépassez très très largement la jauge, mais bon, je ne suis plus pénalement responsable. Donc, on va vous laisser vous installer pas très confortablement, j'en suis bien désolé. Et donc, effectivement, donc je suis un scientifique, je pars au Japon pour faire de la science et rien que de la science. Voilà. Je ne vais plus faire d'administration de la science, plus de politique scientifique, etc. Je vais me consacrer à ma recherche. Mais je vais continuer quand même à garder un œil sur la Méditerranée, à la fois parce que c'est quand même là d'où je viens et d'où nous venons, nous tous et là ici, pour la très très grande majorité, et aussi parce que c'est un objet scientifique extraordinairement intéressant, et hélas, une sorte de concentré de tout ce qui arrive à notre pauvre planète. Donc je vais... Pour ce dernier séminaire, cette dernière conférence ici à l'Observatoire pour un temps, je vais peut-être un petit peu vous déprimer, mais en même temps, je pense que c'est important de voir la vérité en face et de concevoir où est-ce qu'on en est sur la Méditerranée. Donc la Méditerranée, on ne le dira jamais assez, c'est un trésor absolu. Et une chose qui est facile à retenir, c'est une toute petite mer. Étymologiquement, la Méditerranée, c'est la mer au milieu des terres. C'est ça que ça veut dire, Méditerranée. Et c'est 0,7% de la surface des océans. Donc c'est minuscule. Mais pourtant, la Méditerranée contient 7% des espèces marines. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de biodiversité dans la Méditerranée qu'attendu par sa surface. Donc c'est un véritable trésor. Et plutôt que d'en parler, puisque nous sommes à l'Observatoire, autant utiliser les ressources de l'Observatoire, et en l'occurrence Bruno Hess, qui est un plongeur de l'Observatoire, qui a fait, c'était il y a 2 ans, une expo photo qui présente des photos des organismes de la Méditerranée. Voilà, ça se passe de commentaires. La Méditerranée est un trésor, poissons, invertébrés, la diversité est exceptionnelle. Et elle est trop souvent méconnue. Trop souvent, les gens pensent biodiversité marine, ils pensent les récifs de coraux. Oui, les récifs de coraux, c'est 25% des espèces marines, c'est énorme. Mais la Méditerranée est quand même un point chaud de biodiversité.
Et puis évidemment, la Méditerranée, c'est une mer ancienne, diverse, et c'est un creuset de peuples et de cultures, c'est notre origine à nous. Nous sommes issus de la philosophie grecque, et la philosophie grecque, évidemment, c'est en Méditerranée que ça se passe. Et donc j'ai mis là une carte qui présente les colonisations grecques en Méditerranée 500 ans avant Jésus-Christ. C'est les Méditerranéens qui ont inventé la mondialisation avant tout le monde. À peu près 1000 ans avant notre ère, la Méditerranée était une sorte de gigantesque melting pot et on a des preuves archéologiques que des bateaux sont partis d'Égypte pour aller jusqu'en Grèce et même en Italie. Voilà, les Méditerranéens ont de tout temps partagé, ouvert leur espace. Donc tous les gens qui vous prêchent la haine en disant que non, ceux d'en face, d'en bas, d'à côté sont différents et ne sont pas nous, ils ont complètement tort. Tous les Méditerranéens sont nos cousins. Nous sommes tous cousins. Voilà, on est la même culture depuis très longtemps. Depuis presque toujours. Et alors moi, par mes chroniques à France Bleu Roussillon, je m'intéresse, c'est-à-dire que France Bleu Roussillon, pour vous dire l'histoire, quand c'est la première fois qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit on cherche quelqu'un pour parler de la Méditerranée, et vous faites ce que vous voulez. Vous avez carte blanche. Pour ça, c'était vraiment confortable, donc j'ai évidemment beaucoup parlé de biologie, de poissons, c'est mon domaine. Mais ils m'ont dit culture, histoire, allez-y. Et du coup, avec gourmandise, je me suis re-intéressé à la Méditerranée. Et il y a un été où on a discuté ensemble et je leur ai proposé de retracer le voyage d'Ulysse en Méditerranée. Et puis comme ça, en profiter pour faire une exploration à la fois culturelle, scientifique, historique et biologique de la Méditerranée. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que dirait Ulysse s'il revenait aujourd'hui, 3000 ans après, en Méditerranée? Donc Ulysse, il fait son voyage à peu près 1200. Ulysse, c'est la civilisation mycénienne, c'est à peu près 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a à peu près 3000 ans. Et son voyage, pour autant qu'on le sache, et c'est très 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 discutable et discuté, il y a des tonnes de livres avec chacun se bataillant pour retracer l'histoire de Ulysse en Méditerranée. Il y a même un auteur, je crois, hollandais, qui propose que Ulysse n'a pas du tout fait l'Odyssée en Méditerranée, mais en mer Celtique, et qu'il a découvert le Groenland, etc. Donc il y a toutes les hypothèses les plus farfelues qu'on puisse imaginer. Le consensus, c'est à peu près un voyage comme ça, donc il est absolument partout en Méditerranée, 1200 ans avant notre ère. Donc, là encore, échange, diversité, contact. Et c'est une épopée qui est notre épopée à nous tous, c'est notre fondement littéraire, l'Odyssée, évidemment. Donc, que dirait Ulysse en revenant en Méditerranée aujourd'hui? C'est un peu la question que je vais poser aujourd'hui. Alors d'abord, je vais expédier ça rapidement, mais quand même, c'est très très important, il serait juste époustouflé des progrès. Parce que oui, c'est un progrès de pouvoir voyager librement et d'aller s'installer au Japon. Oui, la voiture est un progrès, bon, pas tellement celui-là que je vais montrer, mais enfin quand même. Oui, on est capable de... On peut manger et on peut rentrer dans le détail, mais allez, grosso modo, l'humanité a surtout dans les 50-100 dernières années, a énormément progressé sur la question de la faim dans le monde. La faim dans le monde s'écroule littéralement. Je me souviens, quand j'étais gamin, on parle beaucoup moins de grandes famines comme on en parlait il y a 50 ans. Donc effectivement, on nourrit beaucoup mieux l'humanité. On se soigne beaucoup mieux et on vit beaucoup plus vieux. À peu près partout dans le monde. On est capable de communiquer en temps réel avec quelqu'un qui est en Patagonie ou au Groenland ou ce qu'on veut. On a été sur la Lune et on produit plein de biens extraordinaires. Donc il y a des choses formidables. Mais évidemment, il y a des choses qui le sont moins. Et si Ulysse allait en Méditerranée, la première chose qu'il dirait, c'est qu'il y a une population absolument incroyable. Je vois, c'est la population de l'humanité jusqu'en l'an 2000. On est plutôt à 7 milliards maintenant, je pense. À peu près 3000 ans avant notre ère, on est ici. Bon, sur la planète entière, allez, il y a 200 millions de personnes. Voilà, donc on a une progression absolument gigantesque de la population, exponentielle, qui va en s'accélérant sans arrêt, qui est extraordinaire. Et évidemment, la Méditerranée n'échappe pas à cette croissance. La Méditerranée, c'est 22 pays riverains, et en 2016, j'ai pas trouvé de statistiques plus récentes, mais
On n'a pas diminué, c'est sûr. Il y avait 502 millions de personnes, donc 7% de la population mondiale. Tiens, 10 fois plus qu'attendu par la surface, là encore. Hein. Enfin, par le... Voilà, et on a fait plus 20% entre 1970 et 2018. Hein, donc on prévoit 520 millions d'habitants en 2025. Voilà, donc il y a une population extraordinaire, alors que du temps d'Ulysse, on était quelques millions à peine. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'y a pas que la population qui augmente, et j'ai tiré cette image de ce livre, Comment tout peut s'effondrer, qui a beaucoup fait parler depuis 2 ans, qui est de Pablo Servigni et Raphaël Stevens, et qui montre que énormément de variables, quelles que soient celles qu'on regarde, sont en train d'augmenter d'une façon exponentielle. Alors, je vais m'approcher pour pas vous dire de bêtises. Là, par exemple, on a l'utilisation de l'eau, la production de papier, la consommation de fertilisants, les investissements étrangers, le PIB mondial, les structures le long des côtes, la température de l'eau, la capture des poissons, la perte des forêts tropicales. Voilà, tout augmente d'une façon exponentielle. Et donc, clairement, dans le dernier siècle, au cours du XXe siècle, les humains sont devenus une force qui bouleverse les grands cycles biogéochimiques de la Terre. Et c'est pour ça qu'on parle d'anthropocène, pour dire c'est l'ère de l'être humain, parce que maintenant on peut voir, géologiquement parlant, la présence de l'être humain si on fait des fouilles. Et donc, à l'évidence, ça n'est pas soutenable. C'est impossible. Il n'y a aucun système physique qui peut continuer à source d'énergie constante, et le Soleil nous donne notre source d'énergie quand on va au bout des choses. Hein. L'énergie qui arrive sur la planète Terre, c'est l'énergie du Soleil, elle n'augmente pas, elle est constante. Ça n'est pas soutenable. On ne peut pas continuer comme ça, il y a forcément un moment où ça va retomber, et c'est la thèse développée dans Comment tout peut s'effondrer. Et la thèse est simple, soit on décide collectivement qu'on fait attention, et on adapte, soit on considère qu'on s'en moque, que, après tout, j'ai 56 ans, je serai mort bientôt, et donc c'est pas grave, après moi le déluge, mais il y a forcément des gens qui vont payer le prix. Et au passage, la fureur de Greta Thunberg, ben c'est ça, c'est de dire, les gars, moi j'ai 16 ans, là par contre j'ai ma vie à faire, et ça n'est pas soutenable. Et c'est un fait, ça n'est pas soutenable. On ne peut pas continuer comme ça. Deuxième constat de Ulysse, il fait vraiment très très chaud. Donc là je vous ai mis l'augmentation des températures de l'hémisphère nord entre 1880 et 2012. Bah, ça se passe de commentaires, et quand on regarde les anomalies, c'est-à-dire les changements de température, et ben non seulement la température monte, mais ça s'accélère. Ça monte chaque jour plus vite. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vérifier cette information, mais il me semble bien avoir entendu à la radio, peut-être que vous avez entendu aussi, que le mois de janvier, là, a été le mois le plus chaud de l'hémisphère nord de l'histoire. Voilà, on a encore battu un record. Et finalement, on ne l'écoute même plus parce qu'on en passe sans arrêt les records. Hein. Mais le mois de janvier, il a été spectaculaire. Et d'ailleurs, les 3 derniers jours sont juste incroyables. Voilà. Donc, le réchauffement climatique s'accélère. Et vous savez, et là, je sais que ces temps-ci, Donald Trump est triomphant, mais enfin là, tout de même, on sait tous, ou alors on est de très mauvaise foi, ou alors on a un agenda politico-économique à faire passer, mais on sait tous que le réchauffement climatique, il est dû en grande partie à l'accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère, gaz carbonique que nous libérons en brûlant du pétrole, du charbon et autres combustibles fossiles. Donc, petite ouverture sur l'observatoire, évidemment, quand on dit les températures augmentent, etc., quand on voit des courbes comme ça, c'est qu'il y a des gens qui mesurent la température. Et bien, c'est ce qui se passe au laboratoire. Nous mesurons des températures, alors nous, dans l'eau, parce qu'on est des biologistes, enfin des océanographes et des biologistes marins, donc ici à Banyuls, on a des bouées instrumentées, Sola, Pola et Mola. Sola, vous la connaissez bien, parce qu'elle se voit quand on traverse la Maillerie, là, elle est en photo ici, elle est dans la baie de Banyuls. Pola est sur le plateau continental, et Mola est sur 700 mètres de fond, donc au début du canyon de la Casse-du-Thier. Et ces bouées mesurent plein de choses, de façon automatique, et bientôt, là, on vient d'obtenir du financement, on est en train de développer un programme où on va faire arriver une connexion électrique et une connexion internet filaire sur Sola, qu'on va véritablement transformer en station marine,
mais complètement dans l'eau. Donc on va pouvoir mettre plein d'appareils, de technologies, etc. Parce qu'on n'aura plus de limitation électrique. Là, ce ne sera plus les panneaux solaires, ce sera juste un câble électrique. Et donc avec ça, on mesure température, salinité, chimie, sels nutritifs, et on mesure la quantité de chlorophylle dans l'eau. Alors la quantité de chlorophylle, vous savez, la chlorophylle, c'est le pigment qui sert à la photosynthèse, c'est ce qu'il y a dans les plantes, c'est ce qui fait que les plantes fixent le gaz carbonique et produisent de l'oxygène. Et cette chlorophylle, on peut la mesurer dans l'eau parce qu'il y a des microalgues. Ces microalgues, c'est le véritable gazon de l'océan. Et ces microalgues produisent 50% de l'oxygène que nous respirons. Elles sont très 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 importantes. Sans les microalgues, on va être très très mal. Et tous les ans, environ à cette période-là, ça va commencer, on a ce qu'on appelle un bloom, une efflorescence algale, c'est-à-dire la lumière augmente, la température commence à augmenter, et les microalgues se mettent en route et se mettent à proliférer, c'est le printemps. Et on voit ça tous les ans. Là, on a un petit pic, vous voyez, tous les ans, depuis 1997 jusqu'à 2015, tous les ans, on a un pic. Et donc ça, c'est mesuré sur le point solaire. Quand on regarde plus en détail le type de pic, on voit deux types de pics. On voit des pics comme ça, où on a un pic unique et qui doit être à peu près en mars. Et puis, on a des pics comme ça, où on a en fait deux pics, et celui-ci est un peu plus tôt. Il doit plutôt être du style février et puis avril. Ces pics-là sont normalement rares et se passent les années chaudes une fois tous les 10 ans. Et là, si je mets sur la courbe, si je caractérise chaque pic pour savoir comment il est, et ben voilà. Bon, alors ensuite, si Donald Trump dit qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe, alors évidemment, donc il se passe quelque chose, on a de plus en plus d'efflorescences algales qui ressemblent à des efflorescences algales d'années chaudes, donc on voit très très bien que l'océan réagit à l'augmentation des températures, même si l'augmentation des températures dans l'eau, elle est très faible, parce qu'il y a un pouvoir tampon gigantesque vu le volume en litres de l'océan, il est là. Évidemment, c'est très très compliqué derrière, et il y a des équipes de recherche, et c'est une des spécialités de la maison, qui regardent quelles espèces de microalgues sont dans chaque pic, quelles sont les causes derrière ces changements, parce que bien sûr, ça peut être le climat, mais ça peut être les apports externes, les rivières. Quand il y a une grosse tempête comme très récemment, les crues amènent beaucoup de matière organique et de sels minéraux dans l'eau, ça favorise la croissance des algues, la pollution, les virus marins. Bref, il faut comprendre ça, et ça c'est le but des chercheurs du laboratoire. Et il ne faut pas simplement comprendre, on peut aussi exploiter cette connaissance pour créer de la richesse, et c'est bien créer de la richesse, notamment ça donne du travail à nos enfants. Et donc par exemple au laboratoire, il y a Microbia Environnement, qui est une petite start-up de biotechnologie qui est hébergée dans l'incubateur, dans le bâtiment où il y a l'aquarium, et qui en fait détecte les algues, les microalgues dans l'eau, essentiellement pour détecter les microalgues toxiques pour les eaux de baignade, pour les conchiliculteurs et les ostréiculteurs, etc. Donc à partir de cette connaissance, on peut bien sûr faire de l'activité économique, et c'est pour le bien de tout le monde. Particulièrement ici à Banyuls, où les jobs ne sont pas super nombreux. Alors, il y a beaucoup de conséquences du réchauffement climatique, et je ne veux pas vous faire tout le topo sur le réchauffement climatique, mais il y en a une qui est évidente, qui est importante, et dont je suis à chaque fois stupéfait qu'elle ne cause pas plus de remous, qui est la montée des eaux. Si aujourd'hui on arrête de balancer du carbone dans l'atmosphère, et on n'arrête pas, du tout. Si aujourd'hui on arrête, il va quand même y avoir au moins 1 mètre ou 2 de montée des eaux à la fin du siècle. Ça, c'est trop tard, on peut plus changer ça. Le système est tellement lourd à transformer que il y a clairement il va y avoir une montée des eaux. Pour l'instant, elle a été d'une dizaine de centimètres jusqu'aux années 2000. Elle est, vous voyez, 2 mm par an au XXe siècle, 3 mm par an depuis 90, 4 mm par an depuis 2005. C'est-à-dire que cet effet va en augmentant. On est en plein dans une accélération. Et donc le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, estime que la hausse devrait aller à un petit peu moins d'1 mètre. Mais ça paraît pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que Amsterdam, Londres, Sydney, New York, Shanghai, Osaka, Tokyo, mais aussi Bordeaux, Calais, Dunkerque, Marseille, Argelès et Bagnols-sur-Mer aient de gros problèmes. Alors ne croyez pas
Et c'est comme sur l'augmentation des températures. Je vais commencer par ça. L'augmentation des températures, tout le monde croit que c'est une augmentation globale de la température de 1 degré, et on se dit, oh, c'est pas beaucoup. Non, non, ce qu'on voit sur l'augmentation des températures, et d'ailleurs vous le savez, c'est des vagues de chaleur extrêmement fortes, courtes dans le temps, mais très très intenses, qui peuvent avoir des effets extrêmement forts. Et on a eu ça en France, il y a eu ça dans la Grande Barrière de Corail en Australie il y a peu de temps, ça a des effets extrêmement importants. La montée des eaux, c'est la même chose. La question n'est pas tellement la montée de 80 cm, parce qu'on pourrait s'adapter. La question, évidemment, c'est ça. C'est que le jour où il y a une tempête, le jour où il y a une submersion marine, 80 cm de plus d'eau, ça fait toute la différence. Et je reste stupéfait, que l'immobilier au Racoup ne baisse pas. Moi, j'adore l'île de Sein, en Bretagne. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de Sein, au large de la pointe du Raz. Et franchement, j'aurais adoré m'acheter une maison à l'île de Sein. Mais je ne vais jamais faire ça. Parce que dans 20 ans, l'île de Sein, c'est sous l'eau. En 1940, le jour d'une grande tempête, toute la population s'est retrouvée sur le toit de l'église, parce que tout le reste était dans l'eau. Donc ça va arriver, forcément. Donc je suis assez stupéfait qu'on continue à construire sur la côte, et on continue à acheter des petites cabanes au Racoup. Alors j'ai appris récemment que la première ligne de cabanes, ils n'ont pas le droit de les vendre en fait, ce qui m'a un peu rassuré quand même. Donc très clairement, nos autorités considèrent que le Racoup fait partie des choses qui sont perdues dans 20-30 ans, je ne sais pas quelle durée, le Racoup sera détruit, ce ne sera pas possible, ça ne tiendra pas. Voilà, alors j'ai mis là, il y a plein de sites sur internet où vous pouvez faire ça, vous pouvez vous amuser, vous faites monter des eaux et vous avez des simulateurs. Bon, bah, alors actuellement c'est ça, 1 mètre ça paraît pas spectaculaire, mais là il y a beaucoup de bleus qui normalement ne devraient pas être là. Hein. Et 3 mètres, là ça fait vraiment très très mal. Hein. Voilà, donc les étangs, en particulier les étangs qui sont des lieux extraordinairement subtils du point de vue de la gestion de l'eau, eh ben, vont se retrouver dans une situation compliquée. Bon, voilà, donc réchauffement climatique, gros problème. Ensuite, Ulysse arrive au bord de la côte et trouve que ça pue, franchement. Grave. Alors, je ne vais pas vous faire tout un topo sur la pollution non plus, parce que le problème de mon topo, là, c'est que je vais forcément, comment dirais-je, survoler chacun des points. Mais c'est ça le message de mon topo, je peux vous le dire tout de suite. Ce qui m'inquiète énormément sur la Méditerranée, c'est la concentration des stress. C'est le fait que tout s'applique à notre mer. Et qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on se pose des questions. Donc la pollution, c'est bien sûr du gaz carbonique, j'en ai parlé, mais c'est aussi tous les produits chimiques que nous utilisons et qui se retrouvent dans l'environnement. Donc vous prenez la production mondiale de crème solaire. La production mondiale de crème solaire, pour l'essentiel, elle termine à l'eau. La production mondiale de dentifrice, la même chose. J'avais trouvé une statistique que j'ai pas pu vérifier récemment là. Je crois que la ville de Houston, aux États-Unis, a calculé qu'il renvoyait plusieurs grammes de résidus de pilules contraceptives par jour dans les eaux usées. Et oui, les femmes prennent la pilule contraceptive, oh, les hommes prennent du Viagra, hein, c'est pareil, hein, je ne veux pas faire de sexisme, et ça termine où? Aux toilettes. Voilà, donc l'ensemble de ça, plus les nombreux produits chimiques que nous utilisons, eh bien, finissent dans l'atmosphère, sont souvent dans l'environnement, sont souvent très solides, et ont des effets qu'on appelle perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ils perturbent nos systèmes hormonaux. C'est un des sujets de mon équipe, c'est une des questions qui nous intéresse énormément dans le labo, c'est comment ces perturbateurs endocriniens perturbent le cycle de vie des organismes. Et les perturbateurs endocriniens, excuse-moi Anne-Marie, j'ai pas pu résister, je sais pas où elle est. Bon, elle revient, bah, j'espère qu'elle va pas rater, c'est la diapo qui est pour elle. Les perturbateurs endocriniens s'accumulent le long de la chaîne alimentaire. Donc ils sont dissous dans l'eau. Eh bien, il y en a très peu dans le phytoplancton. Dans le zooplancton qui mange le phytoplancton, un peu plus. Dans les éperlans qui mangent le zooplancton, encore un peu plus. Dans la truite qui va manger les éperlans, encore plus. Et puis, dans les prédateurs, énormément. Et donc, par exemple, si vous décidez demain de ne manger que du thon, ce qui serait une très très mauvaise idée, et je vais vous expliquer ça tout à l'heure, eh bien vous seriez de toute façon contaminé gravement au mercure, et il y a plein de cas médicalement documentés de gens qui ont eu des intoxications au mercure parce qu'ils ont mangé du thon qui concentre
les polluants comme le mercure. Donc les thons, pourquoi on parle souvent, quand on parle de perturbations endocriniennes, de thons, de phoques, d'ours blancs? Eh bien c'est parce que c'est des prédateurs au sommet. Et accessoirement, il y a un autre prédateur au sommet. Voilà. Donc on s'en prend beaucoup. Ah bah j'avais prévu ça, voilà. Voilà, alors en Méditerranée, outre les 500 millions de personnes qui viennent, on a à peu près 200 millions de touristes chaque année, ce qui est très bien, ça fait des jobs, on est content, etc. Mais ça fait à peu près 40% de pollution marine. En plus, pendant l'été, c'est un chiffre qui vient de WWF, qui est habituellement une maison assez raisonnable sur les chiffres, qui ne cherche pas à aller trop loin, et qui a des études assez solides. Donc, on surconcentre les problèmes, si je puis dire. Alors ensuite, il ne faut pas s'étonner, j'ai pris deux titres du Monde très très récents, là, de la semaine dernière. Vous avez vu, le cancer est en forte progression dans le monde. On considère qu'un bébé qui naît là, maintenant, aura 50% de chance, si je puis dire. 50% de risque, pardon, d'avoir un cancer au cours de sa vie. C'est très très important. Et par ailleurs, j'ai mis ça sur la même diapo, pas par hasard, par ailleurs, nous n'arrivons toujours pas, en France par exemple, à gérer correctement le problème des pesticides et à réduire effectivement l'utilisation des pesticides, alors même que nous savons bien que ceux-ci ont un impact sur la santé des consommateurs. Donc une chose que je vais à vous dire très très clairement, mangez bio, mangez bio, mangez bio. Alors là encore, au laboratoire, ça c'est un des chevals de bataille du laboratoire. Il se trouve qu'on est très fort dans ce domaine-là, collectivement, parce qu'au labo, il y a des chimistes, il y a des écologistes, il y a des biologistes qui étudient des modèles marins, et que tout ce monde-là peut se mettre ensemble, et parfois au laboratoire, on y arrive. J'ai passé 5 ans à m'apercevoir que c'était très difficile, mais il y a des moments de grâce où on y arrive formidablement bien. Et là, sur ce projet-là qui avait été coordonné par Jean-François Guiglione, eh bien, on avait mis tout le monde ensemble pour essayer de comprendre, de faire une étude intégrée des polluants environnementaux de la Côte Vermeille. Et si la question est, y a-t-il des polluants dans l'eau de la Côte Vermeille, la réponse est oui. Alors évidemment, pas dans l'eau de mer dans laquelle on se baigne là, parce que la dilution est gigantesque, mais sur des eaux vraiment très côtières et des rivières, la réponse est oui. Évidemment, il y en a, pas non plus énormément, mais on voit des choses. Voilà, alors Ulysse trouverait évidemment, je ne vais pas faire la conférence que Jean-François Guiglione fait si bien, mais Ulysse trouverait évidemment que la mer est pleine de plastique. Le plastique dans l'océan est probablement la crise environnementale la plus grave auquel l'humanité fait face avec le réchauffement climatique. Et j'ajouterais la perte de la biodiversité, qui est une conséquence, mais qui est extrêmement importante. Le réchauffement climatique et maintenant les plastiques, je pense que l'humanité se rend compte du problème. Un point très très positif, c'est vraiment que là, dans le temps de mon mandat, les gens se sont rendus compte, les journalistes et maintenant le grand public, de l'impact extraordinaire des plastiques sur notre environnement. Alors on n'a pas encore la solution, mais la prise de conscience était nécessaire et pour l'essentiel en France, et je dirais même dans les pays occidentaux, et même plus largement que ça, elle est en train d'être faite. Donc la production de plastique, elle ne cesse de croître. Là c'est 1964, 2014, 2034. Pour vous rendre compte, vous donnez un ordre de grandeur, parce qu'on vous assomme de chiffres, mais c'est difficile de se rendre compte. En gros, retenez que chaque année, l'humanité produit son poids en plastique. Vous prenez le poids de 7 milliards d'êtres humains, vous les mettez tous ensemble, là, une grosse balance, vous pesez, en gros, ça fait à peu près un peu moins de 600 millions de tonnes. J'ai calculé. On va mouiller, hein. Ça donne une idée de notre... comment dire... de notre dépendance au plastique. C'est juste incroyable. Et donc, et ce qui est particulièrement hallucinant, c'est que c'est 1 seconde pour produire un sac en plastique, 20 minutes pour l'utiliser en moyenne, et plus de 450 ans de pollution. Voilà. Notre problème, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas être circulaire. Que la nature, dès qu'on regarde dans tous les détails, elle l'est, et complètement, mais nous, on ne sait absolument pas faire ça. Et donc, alors on a tendance à dire, c'est les autres, ben non, hein, c'est nous, moi y compris. Hein.
Il n'y a pas très longtemps que j'utilise des bouteilles en verre. Il y a encore peu de temps, j'étais encore aux bouteilles en plastique. En gros, 10% des déchets plastiques non collectés finissent en mer. Alors on ne dira jamais assez ici, il faut faire très attention au couvercle des poubelles, parce qu'on habite dans un pays vanté. Et donc Jean-François vous l'a dit, le plastique, c'est en gros c'est un camion poubelle par minute qui arrive dans l'océan. Hein, c'est pour essayer de vous donner quelque chose de concret. Alors vous allez me dire, ouais, à l'échelle de la planète, bah oui, mais à l'échelle de la planète, c'est quand même ça, c'est quand même beaucoup, parce qu'il s'accumule, il reste là. Une machine à laver, de mémoire, je crois que c'est 50 000 fibres de microplastique par machine. On en fait, hein, des machines. Voilà, et ça finit forcément dans l'océan. Donc, l'accumulation de plastique dans l'océan est telle que bientôt il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. C'est la prévision pour 2050. Hein, on est à peu près actuellement, enfin on va être bientôt à 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons, mais si on continue dans l'état où on est, il y aura bientôt plus de poissons que de plastique, puisque la quantité de poissons baisse et la quantité de plastique, elle, augmente extrêmement fort. Et il y a des plastiques absolument partout, et là il y a une très belle histoire, c'est l'histoire des petits canards jaunes. Donc l'histoire des petits canards jaunes, c'est un porte-container qui part de Hong Kong et qui voulait aller en Californie, et qui perd un container en janvier 92, ici, au milieu du Pacifique. Et dans le container, il y avait des canards bleus, des canards jaunes, des tortues bleues, des grenouilles vertes, et je ne sais plus ce que c'est, rouge. Et on connaissait la proportion des 4. Et il y a un monsieur, Curtis Ebelsmeyer, un océanographe, qui s'est dit, alors comment il s'est dit ça c'est... J'admire beaucoup les gens qui ont des bonnes idées comme ça. Il s'est dit, ah, mais avec ça, je vais pouvoir suivre les courants océaniques. Et donc, il avait des modèles de courant, il a donc prévu qu'à partir de temps, puisqu'il avait la date, 2-3 mois plus tard, il devait en trouver ici. Et donc, il a été sur les plages, et il a trouvé ces canards jaunes, et puis il a trouvé la bonne proportion entre les canards jaunes et les tortues bleues. Et... donc, il s'est dit, bingo. Voilà. Et il a commencé à faire des annonces partout, et à donner des récompenses pour qui lui renverrait des petits canards jaunes. Et il en a trouvé absolument partout. En Australie, dans les Philippines, en Amérique du Sud, et en Angleterre, en 2007. C'est-à-dire qu'il y a des petits canards jaunes qui ont passé le détroit de Bering, qui se sont pris dans les glaces, qui ont voyagé là et qui sont repartis et qu'on a trouvé en Amérique du Nord et en Angleterre plus de 15 ans après. Donc ça montre que l'océan fait voyager absolument tout ce qui flotte, absolument partout. Et c'est ce qui explique que les microplastiques, et les plastiques en général, sont partout. Il y a des plastiques dans les lacs de montagne, il y a des plastiques au fond des océans à 700 mètres, il y a des plastiques partout. Il n'y a aucun environnement qui soit exempt de plastique. C'est la pollution la plus massive qu'on ait fait sans même y réfléchir une seconde, avant de s'apercevoir qu'il y avait un gros problème. Donc vous savez que les plastiques se concentrent au centre des océans. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des grands courants circulaires qu'on appelle des gyres qui font comme l'évier qui se vide. Hein, quand vous avez l'évier qui se vide, et ben les poussières restent au milieu. Et ben là c'est pareil, ils ne se vident pas, mais ça fait cet effet-là. Et donc l'expédition 7e continent a bien démontré ça. Alors il faut toujours dire, le 7e continent de plastique dans le Pacifique Nord, c'est pas du tout un continent. Quand vous êtes en bateau, vous êtes tranquillement sur l'eau. Simplement, quand vous faites un coup de filet à plancton, vous avez énormément de plastique. Mais la Méditerranée non seulement n'échappe pas au plastique, mais est la mer la plus polluée par les microplastiques du monde, bien plus que le Pacifique Nord. Et pour une raison évidente. Je vous ai dit, 500 millions de personnes autour, les 200 millions de touristes, des fleuves, du vent, il y a absolument tout pour qu'il y ait énormément de plastique. Donc vous voyez, c'est 4 fois plus élevé que dans le Pacifique Nord. Et pour la même raison, il y a des grands gyres circulaires, on connaît assez bien les courants de Méditerranée, hein, qui concentrent ces plastiques. Donc la Méditerranée est absolument pleine de plastique. Franck Lartaud, récemment, m'a montré des photos, il étudie les coraux profonds dans le canyon de la Casse-du-Thier, et on voit des endroits dans le canyon de la Casse-du-Thier où les coraux sont pleins de sacs en plastique, de morceaux de filet, de vieux pneus, voilà, partout. Voilà, et donc, vous savez que l'expédition, vous vous souvenez que Tara Océan est venu, là, au moment de la fête des vendanges, pour étudier les fleuves européens. Donc, ils ont regardé ce qui se passait au niveau des fleuves européens, et comment les plastiques arrivaient en mer, et la conclusion de l'étude, c'est que d'une part, eh bien oui, les fleuves européens envoient énormément de plastique dans l'océan, c'est la source essentielle. Il y a, comment il s'appelle, Philippe Kerhervé, c'est Philippe qui s'appelle, oui, Philippe Kerhervé à l'UPVD qui fait un travail magnifique sur le TET
pour suivre l'arrivée des plastiques ici, localement, et c'est un très très bon travail. J'ai vraiment énormément de respect pour le travail qu'il fait, c'est splendide. Et ça montre bien que les fleuves amènent du plastique, et contrairement à ce qu'on pensait que les fleuves amenaient des gros plastiques, et puis que ceux-ci se dégradaient ensuite en mer, mais pas du tout. Les fleuves amènent énormément de microplastiques, donc des toutes petites billes, parfois à peine visibles à l'œil nu, qui sont déjà dans cet état-là quand elles arrivent dans les fleuves. Et donc, qu'est-ce que ça fait les plastiques sur les organismes marins? Et bien d'abord, ça fait, quand c'est des macroplastiques, ça fait des obstructions des voies aériennes des animaux, les tortues, et il y a de très très belles études qui ont montré que les tortues, en posant des accéléromètres et des caméras sur des tortues, ils ont vu qu'elles faisaient exactement la même chose quand elles chassaient une méduse ou quand elles chassaient un sac en plastique. En fait, une tortue qui attaque une méduse, elle fait un tout petit mouvement sur la gauche ou sur la droite avant d'attaquer la méduse. Et une tortue qui attaque un sac en plastique fait exactement la même chose. Donc vraiment, elles confondent. C'est bien démontré. Elles confondent, et puis on trouve partout des tortues qu'on les voit, qu'on l'estomac absolument plein de plastique. Elles ne peuvent pas le digérer, ça reste là, ça bouche leur estomac, elles ne peuvent plus manger, et elles meurent. On a trouvé combien 60 kilos, je crois, de plastique dans un cachalot récemment. Enfin, c'est spectaculaire et ça donne la nausée. Autre problème lié au macroplastique, les filets fantômes, hein, les filets qui s'arrachent. Un hors-bord passe, arrache le filet d'un pêcheur, mais le filet va continuer à pêcher. Le filet a toujours ses bouées, il va dériver et il va continuer à pêcher des poissons qui vont mourir là pour personne, pour rien. Voilà. Et le filet ne se dégrade pas, ils sont faits pour ça. Et donc, alors on essaye de développer maintenant des filets qui se dégradent, mais les filets fantômes sont un vrai gros problème. Ensuite, le pire, sans doute, ce sont les microplastiques. Les microplastiques, c'est ces tout petits fragments de plastique. Et on estime que en Méditerranée, il y a des endroits où il y a une particule de plancton pour une particule de plastique. C'est-à-dire qu'un poisson qui va manger du plancton a une chance sur deux de se tromper. Donc on a vraiment des plastiques absolument partout qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire, et on a plein de données. Vous voyez, ça c'est un petit copépote du plancton, je ne sais pas si Claude Razoul c'est là, il vous dirait ce que c'est. Avec des morceaux de plastique dedans, fluorescents, là, qu'on peut repérer. Donc ces plastiques sont partout dans la chaîne alimentaire. Et pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Les données que j'ai vues dans la littérature sont compliquées. Certains disent que, par exemple, les huîtres sont moins capables de se reproduire quand elles sont contaminées au plastique parce qu'elles mangent moins bien et qu'elles sont moins bonne santé. D'autres récemment ont montré sur le poisson clown, je crois d'ailleurs, qu'il n'y avait pas d'effet. Ils ne voyaient pas d'effet, etc. Le truc, pour l'instant, c'est qu'on n'a pas de consensus, on ne sait pas très bien. Le point, c'est qu'on a fait une gigantesque expérience sans contrôle. Et que si jamais ça fait quelque chose, et notamment si jamais ça fait quelque chose sur l'étage bas de la chaîne alimentaire, phytoplancton, zooplancton, là, on rigole plus du tout, hein, parce qu'on en a besoin. On ne peut pas vivre si le zooplancton et le phytoplancton ne marchent pas. Hein, c'est juste impossible pour l'espèce humaine de survivre dans ces conditions-là. C'est 50% d'oxygène qu'on respire, le phytoplancton. Hein. Donc il ne faut pas rigoler sur la base de la chaîne alimentaire des océans. Et moi, ça suffit pour me navrer de savoir qu'on ne sait simplement pas ce que ça fait alors qu'on en a balancé des quantités invraisemblables. Donc là encore, le laboratoire s'est positionné quand même beaucoup. C'est, je dois dire, une des plus belles aventures dans le laboratoire, vraiment. C'est d'avoir vu l'éclosion de Plastic at Sea. Donc Plastic at Sea, c'est une toute petite société qui a été créée par Jean-François Guiglione et Leila Mesterzaï, qui était sa postdoc, et qui se sont aperçus, ça c'est vraiment le travail de Jean-François, qui est un microbiologiste, il s'intéresse aux bactéries qui sont dans l'océan, et il s'est aperçu que les bactéries faisaient des trous dans des particules de plastique. Et il s'est dit donc que ces particules de plastique sont dégradées par les bactéries. Ça veut dire que peut-être, je peux imaginer, concevoir des molécules de plastique qui vont être plus facilement mangées par les bactéries. Et le plastique, c'est du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Si on dégrade le plastique complètement, c'est très bien. Voilà, c'est plus gênant du tout. Donc, l'idée de Plastic at Sea, c'est de mettre en place des tests qui permettent à l'industrie plastique de développer des plastiques biodégradables dans l'océan. On raconte beaucoup de bêtises sur la biodégradabilité des plastiques, parce qu'il y a plein de gens qui essayent de vendre des plastiques en disant qu'il est biodégradable. Attention, la plupart des plastiques, pour l'instant, qu'on vous vend comme étant biodégradables,
sont biodégradables dans des composts industriels à 80 degrés. Même votre compost chez vous, les 80 degrés ne vont pas les atteindre très souvent. Et évidemment, fort heureusement, l'océan, lui, il ne fait pas les 80 degrés, heureusement. Donc la plupart des plastiques biodégradables ne le sont pas dans l'océan. Et l'idée de Plastic at Sea, c'est d'aider les industriels du plastique à mettre en place des plastiques qui se dégradent. Et les industriels du plastique, qui ne sont pas idiots, et qui, alors on a tendance à dire, les industriels font des produits que nous achetons. Hein, donc c'est d'abord nous qui vont faire notre examen de conscience là. Mais les industriels se disent, si j'arrive à mettre en place un plastique qui se dégrade dans l'océan, je vais avoir un bel avantage concurrentiel par rapport à mes concurrents, et je vais comme ça réussir à vendre mieux mes plastiques. Voilà, donc Plastic at Sea s'est développé, et c'est vraiment une très belle histoire, et je suis convaincu qu'ils ont un très très bel avenir devant eux. Bon alors, l'ULIS, attendez si vous le permettez. Se dirait évidemment, mais où sont les poissons? Quand vous lisez l'Odyssée, je l'ai refait là, l'avantage de s'intéresser à lui, c'est qu'on relit des textes qu'on lit quand on est gamin, alors qu'en fait, on les a complètement oubliés, c'est juste magnifique, chaque ligne est une splendeur. Il en parle souvent des poissons, des dauphins, etc. Mais où sont les poissons? Où sont-ils passés? En résumé, on peut dire que la biomasse des poissons de grande pêche, quand je dis les poissons de grande pêche, c'est la morue, le thon, l'anchois, c'est tous ces grands poissons dont on parle tout le temps. Elle est en général actuellement à 10% du niveau qu'elle était au début de la pêche industrielle. Le début de la pêche industrielle, c'est en gros 1860, ça dépend des endroits, des poissons, etc. Mais en gros, c'est ça. Ça veut dire qu'on a supprimé 90% de ces poissons. Donc là, vous êtes 150, il y a 15 personnes qui se lèvent. Et c'est les 15 personnes qui ont survécu. Tout le reste, on l'a enlevé. Mais il faut se rendre compte de ce qu'on a fait à l'océan. On a enlevé 90% des grands poissons pélagiques de l'océan en un siècle et demi. Donc souvent, je me coltine, pour ceux qui lisent l'Indépendant, souvent je me coltine les pêcheurs un peu durement et ils ne me comprennent pas. Enfin, je me fais mal comprendre, je devrais dire. Mais moi, j'ai cette statistique-là en tête. Un siècle, pour un biologiste, c'est rien du tout. Un siècle à l'échelle de l'évolution, c'est rien, c'est un souffle. Mais en un siècle, on a enlevé 90% des poissons. Il y a des gens qui veulent m'expliquer que c'est soutenable. Mais ça n'est évidemment pas soutenable et on ne peut pas continuer comme ça. Et alors, il y a une histoire qui est vraiment terrible, qui est l'histoire de la morue. Donc ça, c'est les prises de morue depuis 1850 jusqu'à 2000. Enfin, jusqu'à 1992, hein, parce que après ça, c'était fini. Donc vous voyez que la morue a été exploitée. Alors on a plein de données historiques qui montrent que les pêcheurs avaient l'impression de pouvoir marcher sur l'eau tellement il y avait une morue. C'est spectaculaire, il y a des photos avec des bestioles comme ça, c'est incroyable. Et puis, juste après la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment modernisé énormément la pêche à la morue et les prises sont montées de façon extraordinaire. Et puis là, elles ont diminué très fort, tout le monde s'est inquiété, et les Canadiens ont dit, bon, il n'y a plus que nous qui allons pêcher sur nos bancs de morue. Et ils ont interdit la pêche à tous les autres. Et donc ils se sont dit, c'est bon, on peut y aller. Et le ministre canadien de la pêche de l'époque, M. Jack Crosby, a été voir les pêcheurs triomphants et leur a dit, les gars, c'est bon, allez-y. Ouais, et donc tout le monde était content, les rendements sont montés. Et puis, boum, d'un seul coup, terminé, plus de morue, et les pêcheurs n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et Jack Crosby a refusé, quand il a officiellement fermé la pêche à la morue en 1992, il a refusé d'aller devant les pêcheurs et de leur dire « Ah, désolé, mais on est obligé d'arrêter. » Voilà, et la pêche à la morue s'est arrêtée. Zéro, fini, terminé. Alors, bonne nouvelle, les stocks sont en train de reprendre, et il y a un débat très intéressant où beaucoup d'autorités politiques et syndicales et autres disent « Ah bah c'est bon, on peut recommencer. » Enfin, quand même, on l'a fait une fois. Bon. Donc voilà, on est sur ça dans la pêche.
Alors, et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce que beaucoup essayent de faire croire, la production des produits de la mer est en fait en baisse. Elle est en baisse depuis les années 80. Et en fait, elle semble être en augmentation pour des astuces statistiques, une histoire un peu compliquée, notamment de Chine, et puis avec les effets de la mariculture. Mais en fait, on a atteint un pic d'exploitation des poissons marins dans les années 80, et depuis, ça chute. Et la surexploitation des stocks augmente de façon permanente. Vous voyez ici, en 2015, voilà, on était à 18,6% de stocks surexploités en 1990, on est à plus de 33% ici, et les stocks sous-exploités diminuent comme peau de chagrin. Donc on est vraiment dans une situation très compliquée. Et un des effets qui se voit sur la pêche de façon très très claire, c'est qu'on pêche des poissons situés de plus en plus bas dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'on a enlevé les grands poissons prédateurs, les thons, les espadons, les morues, etc. Et puis, eh ben, on s'est mis à pêcher des petits poissons pélagiques, la sardine, le hareng, l'anchois depuis longtemps, mais le sprat, mais plein d'espèces qui ne sont pas particulièrement intéressantes, mais qui servent beaucoup pour l'aquaculture et autres. Et on continue ainsi à baisser dans la chaîne alimentaire pour capturer des espèces de plus en plus petites en exploitant systématiquement. Alors il y a une dizaine d'années, vous vous souvenez peut-être de l'éruption du filet de grenadier. Alors ça c'est le top de la pêche cueillette, puisque le grenadier c'est en fait un complexe d'espèces très profond qui vit dans les abysses, mais on est capable maintenant de faire des filets à 1000 mètres ou 2000 mètres de fond. Et c'est des animaux qui grandissent, les eaux sont très froides, grandissent très très lentement, et qu'on pêche à l'âge qui ont chaque poisson pêché à 30-40 ans. Alors ils sont en très grande quantité, donc on trouve un endroit où il y a du grenadier, grand bout de chalut, on prend tout, et puis voilà, on s'en va, et puis c'est fini. Et puis on va pêcher ailleurs, et ainsi de suite. Et maintenant on trouve beaucoup moins de filets de grenadier, pour des raisons évidentes. Les effets du chalutage, alors j'ai retrouvé, je suis désolé, j'ai trouvé des chiffres en Nouvelle-Angleterre, dans le golfe du Mexique, qui montrent voilà, des chiffres absolument fascinants, qui montrent que 60% des zones du golfe du Mexique sont chalutées plus de 2 fois par an. Plus d'une fois par an, pardon. Vous voyez, il y a un film qui existe sur Internet où ils ont filmé un chalut en train de chaluter. C'est comme un agriculteur qui retourne son champ. Donc il ne faut pas espérer qu'il y ait des animaux marins qui survivent à un coup de chalut. Et en moyenne, dans le golfe du Mexique, mais aussi dans le golfe du Lion, j'ai entendu une collègue qui faisait une présentation là-dessus, puis je n'ai pas pu noter les chiffres, et du coup, je ne veux pas vous dire des bêtises. Mais en gros, c'est la même chose, une très forte proportion du golfe du Lion est chaluté plus d'une fois par an, en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont chalutés 2, 3, 4 fois, mais en moyenne, c'est à peu près 50% qui doivent être chalutés au moins une fois. Alors, j'arrive presque à la fin, je voudrais parler du cas du thon rouge. Je voudrais parler du cas du thon rouge parce que j'ai des positions assez claires sur le thon rouge, c'est-à-dire, alors j'adore le thon rouge, qu'est-ce que c'est bon, mais je ne mange plus de thon rouge, jamais du tout. Et je considère que le thon est un produit de luxe qui doit être considéré comme un produit de luxe. Donc le pire en plus, c'est les boîtes de thon, là, où on se met ça, comme si c'était rien du tout. Non. Voilà les stocks de thon en Méditerranée et en Atlantique. Alors c'est la même espèce, hein. Le thon de l'Atlantique, en gros, c'est assez simple, le thon vit dans l'Atlantique et il se reproduit grosso modo dans 2 endroits, le golfe du Mexique pour la moitié de la population et la Méditerranée pour l'autre. Donc les thons viennent en Méditerranée pour pondre. Puis ensuite ils repartent dans l'Atlantique pour manger, grossir, etc. Et donc on voit la capture de thon en Méditerranée, donc on est arrivé à un sommet dans les années 2000, et puis vers 2007, là, il y a eu une chute très très forte, et beaucoup d'inquiétudes sur le thon, et l'établissement de quotas extrêmement précis, forts, etc. Qui, effectivement, là-dessus, les pêcheurs ont raison, montre, on voit une réaugmentation des stocks de thon. Ce que je conteste, moi, sur le thon, c'est que pour l'instant, l'ICAT, la commission internationale qui gère le thon de l'Atlantique, considère qu'il y a eu une augmentation de 12,5% des thons observés, enfin des prises de thon l'année dernière, et que les stocks sont estimés d'une augmentation de 12,5%, donc le quota peut augmenter de 12,5%. C'est-à-dire qu'il y a une relation immédiate entre le stock augmente, et bien on va augmenter le quota.
Et ça n'est pas soutenable, ça n'est pas tenable, et je dis aux pêcheurs du thon, souvenez-vous de la morue. Moi je crains fort qu'on soit là, sur le thon. On est dans la petite montée là. Mais attention, on ne sait pas où on va. Or, le thon, il subit le réchauffement climatique, les plastiques, la raréfaction des proies, l'acidification de l'océan, etc., etc., etc. Donc, j'ai un message simple. Voilà, c'est on ne mange plus de thon et on ne mange encore moins d'espadon. Voilà, je suis désolé, c'est pas très plaisant. Alors, je suis très content parce que la dernière fois que j'ai fait cette conférence, il y avait les responsables, enfin les patrons de ce grand restaurant à Perpignan, là, pas très loin de Porte d'Espagne, là, la maison... La Villa du Clos, voilà, ils étaient là tous les deux, et ils m'ont dit, d'accord, ok, on servira plus de thon à la maison du Clos. Donc si vous allez à la Villa du Clos, donc si quelqu'un va à la Villa du Clos, je serais intéressé de savoir s'il y a du thon à la carte, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient arrêter. Et s'ils ont arrêté, je suis super fier. Voilà, je ne mange plus de thon, je ne vais pas dans un restaurant qui sert du thon sans appeler le serveur et lui dire non, il faut arrêter ça. Alors ça paraît un peu casse-pied, etc. Ils comprennent. Quand même. Voilà, dernier point, Ulysse, non seulement il trouve qu'il n'y a plus de poissons, mais il trouve qu'il y a plein d'espèces bizarres qu'il ne connaît pas, qui sont nouvelles. Alors vous vous souvenez de l'envahissement par Colerpa taxifolia, qui fort heureusement est en train de diminuer, très très fortement, enfin qui s'est presque complètement effondré, mais par contre il y a une petite nouvelle, une algue qui s'appelle Colerpa racemosa, il y a un patch juste là en Banyuls, devant les ailes, qui augmente chaque année, et qui est une espèce invasive. Il y a bien sûr, grosse inquiétude, le crabe bleu qui est en train d'envahir littéralement nos côtes. En Tunisie, dans le golfe du Gabès, il y en a tellement qu'ils l'exploitent pour la pêche, ils l'appellent Daesh. C'est une espèce dramatiquement agressive qui est capable de vivre en pleine eau et qui mange absolument tout, qui est vraiment dramatique, qui a un effet dramatique sur la faune. Hein. Pascal Romand a plongé là-bas et m'a dit il y avait du sable et tous les 10 mètres un trou avec un crabe bleu et puis c'est tout. Voilà. Et il m'a dit les quelques pêcheurs que j'ai vus, ils ont ramené des poissons, ils m'ont dit c'était ça. Voilà. Donc moi je ne veux pas de cette Méditerranée. La Méditerranée a un facteur supplémentaire, c'est qu'elle a des espèces qui viennent, qui l'envahissent, qu'on appelle les espèces lessétiennes et qui viennent du canal de Suez. Donc on a ouvert le canal de Suez en 1869, et depuis les années 50, donc ça a mis à peu près un siècle et on sait à peu près pourquoi, parce que la Méditerranée, la mer Rouge est un tout petit peu plus haut que la Méditerranée, une dizaine de centimètres, mais ça suffit pour faire un courant. Et parce que la Méditerranée est une mer riche, beaucoup plus riche que la mer Rouge, eh bien les espèces voyagent de la Méditerranée, de la mer Rouge à la Méditerranée, et quand elles arrivent en Méditerranée, c'est le pays de cocaïne, il y a plein à manger, tout va bien. On pense qu'il y a à peu près 450 espèces de mer Rouge qui sont rentrées en Méditerranée, et maintenant les écosystèmes de la Méditerranée orientale sont durablement modifiés. Alors, c'est pas beaucoup arrivé, c'est quasiment pas arrivé chez nous. À ma connaissance, la dernière fois que j'en ai parlé avec Pascal, il m'a dit non, il n'y a toujours rien. Mais il y en a en Italie. Voilà la fistulaire de Commersoni, voilà un poisson lapin, et voilà ce splendide animal, la rascasse volante, que vous trouvez effectivement en mer Rouge, j'en ai vu plein, et bien qu'on trouve maintenant en Crète, à Chypre, etc. Et qui est un poisson extrêmement venimeux, avec déjà plusieurs accidents. Lui, puis un diodon toxique qu'il ne faut surtout pas manger. Donc si vous trouvez un poisson très bizarre qui ressemble à un poisson ballon, surtout ne le mangez pas, c'est proche du fugu japonais, et là vous mourrez quand même. Il y a eu des accidents déjà. Voilà, donc ça c'est une pression spécifique à la Méditerranée, mais très très forte et très inquiétante. Donc, Ulysse, je pense que s'il était devant nous là, ben, on ne serait pas très fiers. Parce qu'il nous dirait, mais bon sang, qu'est-ce que vous avez fait? Ok, vous avez plein de choses vraiment formidables dans votre société. C'est vrai que je mange bien, je m'habille facilement, je voyage, je communique, tout ça, c'est formidable. Mais il y a tout ça qui ne va pas, et ça ne va vraiment pas du tout. Alors, quelle solution? Je ne veux pas vous faire un séminaire entier sur... mais j'ai 3 solutions à vous proposer. 3 solutions que j'ai lues récemment. Alors la première, c'est une jolie histoire aussi, et d'ailleurs je salue le curé de Banyuls, voilà, qui est là, parce que c'est grâce à lui que ça a commencé. Un jour il est venu avec l'évêque de Perpignan,
et il m'a dit, nous organisons une journée pastorale et le thème de l'environnement nous intéresse, donc on va réunir tous les curés du département et on voudrait venir visiter le biodiversarium et vous écouter. Ah, j'ai dit avec grand plaisir, et d'ailleurs c'est grâce à eux que je fais cette conférence sur le retour du lys, parce que c'est les premiers à qui j'ai fait ça. Et dans les discussions préparatoires, je dis à l'évêque, Monseigneur Turini, je lui dis, vous savez, quand même, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup le pape sur l'environnement. Et il me dit, oh, comment ça? Pas du tout. Il a écrit une encyclique qui s'appelle Loué sois-tu. Est-ce que vous l'avez lu? Alors je lui dis, ah non, je n'ai jamais lu une encyclique du pape, et il me l'a envoyé, et je l'ai lu. Et c'est rudement bien. Non, non, sérieusement, c'est rudement bien. J'ai été époustouflé, parce que d'abord, d'un point de vue scientifique, bon, en gros, tout ce que je vous ai dit beaucoup plus rondement, mais c'est là. Et vraiment, c'est là. Et il y a un message que je trouve quand même tout à fait juste. Alors, je ne suis pas croyant du tout, pour vous faire même une confidence, mon papa était curé, donc ça ne prédispose pas à... Enfin, ça rend les choses un peu compliquées quand même, hein. Voilà. Donc, je ne suis pas croyant du tout, je suis totalement agnostique, c'est pas par... Voilà, je ne suis pas croyant. Bon. Mais j'ai trouvé le message du pape extrêmement intéressant, extrêmement construit et argumenté, et liant d'une façon très juste, me semble-t-il, la question des migrants en Méditerranée et la question de l'environnement. Et on ne peut pas parler de la Méditerranée sans parler des migrants. C'est le scandale majeur du point de vue de l'être humain, de la Méditerranée. Je veux bien que, bien sûr, je ne vais pas faire de politique, hein, même si je ne suis plus directeur et que je peux me permettre un peu plus, je ne vais pas faire de politique. Ce n'est pas la question. Je sais très bien que les flux migratoires, c'est compliqué, rien n'est simple. Mais on ne peut pas laisser des gens se noyer. On est des êtres humains. On ne peut pas laisser des gens se noyer. Et c'est pas un petit peu de gens. Merci. Vous avez tous entendu parler du mur de Berlin. Récemment, on en a encore beaucoup parlé. Le mur de Berlin, je ne voudrais pas dire de bêtises, et je ne voudrais pas négliger ces morts-là, mais je crois que c'est 400 ou 500 ou 700 morts, le long de toute l'histoire du mur de Berlin. Ce qui est déjà beaucoup trop, évidemment. 136. Combien? 136. 136, bah, c'est encore le moins. mur uniquement, le mur, Ouais. pas la Ouais, 136, merci. 136. 35 000 migrants sont morts en Méditerranée. De Banyuls à Perpignan, 1 par mètre. Ça n'est pas admissible. Enfin, je redis, on ne peut pas laisser des gens se noyer. Ensuite, on règle les problèmes politiques, c'est compliqué, etc. Mais les bateaux SOS Méditerranée, ils ne rentrent pas dans le problème politique. Ils ne veulent pas laisser les gens se noyer. Moi, j'ai été marqué au fer rouge par le premier festival qu'on a fait de film documentaire, de Philom, par ce film « Les migrants ne savent pas nager » et par ce que disait le capitaine de l'Aquarius. Et le capitaine de l'Aquarius, il disait « J'ai été au Cambodge, j'étais capitaine, j'étais second d'un navire, et on voyait des boat people passer, et l'armateur nous disait « On s'en fout, vous vous arrêtez pas ». Et il a dit « Moi, j'ai décidé dans ma vie que je revivrai jamais ça, parce que je suis marin, et un marin, ça laisse pas les gens se noyer. » Voilà. Et je trouve que le pape, dans son livre, donc achetez-le, disponible sur Amazon ou sur là où vous voulez, le pape, dans son livre, lit d'une façon intéressante. Oui, je sais, je ne devrais pas parler d'Amazon. C'est noté, c'est noté, je ferai attention. Le pape, dans son livre, en gros, dit notre façon de gérer l'environnement et notre façon de gérer la question des migrants, c'est un mélange de frilosité et d'appât du gain. Et j'ai bien peur qu'il ait raison. Et il dit, fort justement, il faut mettre l'humain au centre. Bon, alors ensuite, il fait des discussions plus religieuses qui, moi, m'intéressent moins, mais lisez ce texte, c'est vraiment très bien. Ensuite, Pablo Servigné, l'auteur de Comment tout peut s'effondrer, a écrit un autre livre, Une autre fin du monde est possible, qui essaie, bon, en gros, dans Comment tout peut s'effondrer, ils prédisent que la civilisation occidentale, telle que nous la connaissons, va s'écrouler vers 2030. Pas dans très longtemps, hein. Il y a des choses très convaincantes dans le livre. Je trouve ces derniers mois, années, qui se partent dans une dérive que je trouve
ayatollah, voire parfois un peu sectaire, qui me déplaît un petit peu. Et disons, moi, j'ai pas de goût particulier pour prendre ma douche avec l'eau de vaisselle. Et donc, ce qu'ils proposent comme alternative, qui se comprend, qui est parfaitement admissible, hein, qui a sa logique, je ne veux pas non plus être trop négatif, c'est de dire, on va faire du local. Les gens vont être résilients et compréhensifs les uns avec les autres dans leur petite communauté. On va se restreindre, on va vivre dans des petites communautés où on peut vivre très heureux et développer des choses. Et on va arrêter d'être complètement global. Et disons que moi, c'est pas un avenir dont j'ai tellement envie pour ma fille. J'ai une fille de 20 ans et je voudrais qu'elle ait un avenir un peu plus large que ça. Bon, leur position, eux, c'est de dire, bah oui, vous voudriez, mais c'était votre génération qu'il fallait faire attention, et c'était dans les années 70 qu'il fallait réagir. Là, c'est trop tard. Et puis, récemment, là, je suis en train de lire ça, Le Triomphe des Lumières, de Steven Pinker. Un peu ardu au début, mais ensuite, plus ça va, plus c'est intéressant. Et en gros, sa position, c'est de parler des Lumières au sens du XVIIIe siècle. Et c'est de dire que la raison, la science, l'humanisme, le progrès, c'est pas des gros mots, et que ça peut contribuer à la solution. Que bien sûr, on va pas éviter des gros problèmes, ils vont arriver. Le réchauffement climatique va s'accentuer, la montée des eaux va augmenter, etc. Mais que grâce à la raison, la science et l'humanisme, on va pouvoir modérer les effets et peut-être retarder l'échéance le plus possible. Et évidemment, étant un scientifique, je peux difficilement croire autre chose. Et c'est fondamentalement, c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il y a toujours un espoir, et je pense qu'on peut, et qu'il faut lutter, et ce que je fais ce soir, c'est un peu essayer de contribuer à ça. Et d'ailleurs, dans le livre de Steven Pinker, il dit une chose très vraie, qui m'a assez frappé. Il dit, il y a un titre que les journaux auraient dû faire tous les jours, depuis 25 ans. Et il dit, il n'y a pas un seul journal qui l'a fait quasiment. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à hier, il y a 137 000 pauvres de moins. Alors il définit les pauvres, hein, les gens qui vivent avec moins de 2 $ par jour. Donc c'est pas chez nous, c'est très peu chez nous. Mais tous les jours, depuis 25 ans, j'ai fait le calcul, il est vrai, il y a 137 000 pauvres de moins sur la planète. C'est quand même un formidable succès dont nous devons tous être très fiers. Donc il y a des raisons d'espérer. L'humanité a fait des choses extraordinaires. Mais là, il faut sérieusement qu'on se préoccupe de l'environnement. Je suis au début de son chapitre environnemental. Donc, je vais peut-être revenir très déçu. Je vous dirai ça. Voilà, donc je voulais vous remercier de votre attention. Je voulais vous dire que je vais faire une conférence somme toute très similaire, où j'aurai fini le chapitre de Steven Pinker, le 29 mars, dans le cadre du Monde Nouveau à Perpignan. Et puis je voulais vous inciter, pour ceux qui le souhaitent, à acheter le guide du biodiversité et de la Méditerranée. Et pourquoi ça? Parce que beaucoup des idées que je vous ai mentionnées aujourd'hui, notamment sur l'état de la Méditerranée, s'y trouvent. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, je suis ravi de le dédicacer à ceux qui voudront. Et merci du fond du cœur, et puis je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous aurez. Merci Vincent, malgré le triste paysage que tu nous as dessiné. Ah oui, je suis désolé, ouais, c'est un peu... Il y en a derrière, attends, je reviens. Ah oui, ça va être compliqué de... Bon, je vais parler comme ça, ouais, on entend. Dans la montée des eaux, qu'on estime à 1 mètre, 2 mètres, est-ce qu'on a tenu compte du paramètre de l'effondrement du sol océanique qui s'effondre sous l'augmentation de la masse d'eau? Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais pour autant que je sais, oui, mais ce n'est pas un effet majeur. Je ne crois pas qu'en termes de montée des eaux, ça doit être quelques pourcents, mais ça ne va pas changer drastiquement la chose. Un des gros facteurs d'incertitude de la montée des eaux et du réchauffement climatique en général, c'est la fonte de l'Antarctique. Parce que là, on ne rigole plus du tout. Là, on est à 4, 5, 6 mètres. Et c'est lié à ça, c'est la décongélation du sol gelé en Sibérie, parce que là, ça libérerait des quantités de gaz carbonique énormes. Et là, on part dans un scénario
spirale, si je puis dire. Et c'est une chose dont il faut se rendre compte que je voudrais, et que Pablo Servigni dans son livre explique très très bien. C'est qu'en écologie en général, et dans le climat c'est la même chose, on passe de temps en temps des points, qui sont des points d'inflexion qu'on ne voit pas forcément, mais qui nous font rentrer dans des mondes complètement différents. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Et j'ai bien peur qu'on passe des points là sans vraiment faire attention. J'avais lu que l'évaporation dans la Méditerranée correspondait chaque année à 2 mètres de hauteur d'eau. Si la température de l'atmosphère augmente, l'évaporation va également augmenter. Ça va pas compenser éventuellement l'élévation de la Méditerranée. Non, parce qu'il y a Gibraltar qui fait le Méditerranée et autres. Ouais, que les mers. Ouais. Écoutez, bon, je ne crois pas. Là encore, je ne suis pas un spécialiste. Je ne crois pas. Disons que je suis sûr que cet effet est mis dans les modèles où ils calculent la montée des eaux. Je ne crois pas que ça ait un effet à ce point-là, parce que de toute façon, elle s'évapore, mais il y a des précipitations en retour. Donc, je ne crois pas que cet effet soit si important que ça. Monsieur Laudet, merci pour votre présentation. C'était passionnant. J'ai une question qui est un peu sous forme de mots. Je sais, nous savons que vous partez au Japon. Oui. Et je voulais savoir si vous allez prêcher les bonnes paroles sur les plus grands mangeurs de thon. C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Alors, j'y compte bien. Je vais quand même essayer de ne pas trop faire dans la romance française tout de suite. Hein, c'est-à-dire qu'on va quand même être raisonnable. Donc, non mais sérieusement, les gens qui... Ouais, voilà, les gens qui m'ont convaincu d'aller là-bas m'ont invité plusieurs fois au restaurant, et 2-3 fois il y avait du thon, parce qu'effectivement on mange beaucoup de thon au Japon. Et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là je me suis dit, non, tu peux pas commencer comme ça. Mais j'y compte bien. J'ai bien ça en tête. Ah ouais, parce que les Japonais... Alors c'est très curieux, parce qu'en même temps... Là, à Okinawa, où je vais, j'ai commencé à dire, bon, alors pour aller prendre des poissons, là, à qui il faut demander, à quelle autorité? Et ils m'ont dit, c'est les pêcheurs qui gèrent le milieu. Donc, je me suis dit, oh là là, ça va peut-être être un peu compliqué. Et apparemment, pas du tout. Apparemment, ils gèrent très bien leur milieu à eux. C'est ailleurs, ailleurs, pas que les Japonais, hein, les Coréens, les Chinois pêchent énormément. Vous savez qu'il y a un livre qui vient de sortir de façon très très intéressante sur l'esclavage dans les navires de pêche hauturière asiatiques et africains. Et ça fait peur. Hein. Oui. Vous aviez dit que vous alliez un peu nous déprimer. Je pense que vous avez réussi. C'est très bien. Vous l'avez fait avec beaucoup de fougue, avec beaucoup d'empreintes. C'était assez extraordinaire comme conférence. Je me demande si maintenant il ne faut pas que les scientifiques nous proposent des sciences, mais des solutions globales. Je ne fais pas du tout confiance aux politiques qui ont des visions sur 5 ans. Les politiques, les scientifiques ont une vision à long terme, et je pense qu'il faut que vous preniez à bras-le-corps ce problème qui va impacter mes enfants et mes petits-enfants, et il faudrait que l'ensemble des scientifiques aient un genre de consensus pour aider la société à s'améliorer sans pour cela revenir à la bougie. Alors, vous êtes au cœur du problème. Alors, j'ai plusieurs réponses. D'abord, la première réponse que j'aurais, c'est de vous suggérer d'écouter, ça ne dure pas très longtemps, et c'est disponible sur Internet, le discours que Greta Thunberg a fait à l'ONU, où elle dit exactement ça. Elle dit, mais les scientifiques le disent depuis des années, et elle dit au public, mais bon sang, vous attendez quoi? Et c'est vrai qu'il y a une espèce de bizarrerie. Je suis payé, nous sommes payés ici au laboratoire par le gouvernement. On dit des choses. D'ailleurs, j'ai une petite histoire là-dessus. Dans une autre vie, quand j'étais à Lyon, je collaborais avec un gars qui travaillait sur la génétique des populations des ours. Et le gouvernement français le paye cher pour faire un travail pour savoir quel groupe d'ours il fallait pour repeupler les Pyrénées.
Parce qu'ils voulaient réintroduire des ours, et ils ont dit, eh ben, il faut qu'on introduise des ours qui ne soient pas trop distants génétiquement des ours des Pyrénées. Donc il fait une belle étude pendant 3 ans, et il démontre, un peu curieusement, mais c'est solide, que les ours les plus proches génétiquement des ours des Pyrénées, c'est des ours suédois. Ouais, sauf que les ours suédois, ils coûtent 10 à 15 fois plus cher que les ours de Croatie. Alors le gouvernement a payé une belle étude, et puis a acheté des ours de Croatie. Voilà. Et c'est rigolo, mais on est au cœur du truc. Voilà. Récemment, là encore, j'en ai signé une il n'y a pas longtemps, les pétitions, il y a des pétitions sur le climat qui arrivent à mettre d'accord 20 000 scientifiques. Quand on connaît les scientifiques, je peux vous dire, en mettre d'accord 5 ici à l'Observatoire, c'est compliqué. Alors 20 000 qui signent le même texte, c'est prodigieux. Mais nous ne sommes pas au pouvoir. Et accessoirement, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'un pouvoir uniquement technocratique, dans la politique, il y a une certaine noblesse aussi, et il y a autre chose que simplement ce que les scientifiques peuvent faire. Donc je ne suis pas sûr qu'un monde gouverné par les scientifiques serait un monde où nous serions tous très heureux. Mais je suis d'accord que le problème essentiel, et pour la pêche, c'est tout à fait ça, c'est que les hommes politiques, enfin les hommes et femmes politiques et les politiques, ils doivent être réélus dans 5 ans. Et prenez la pêche, là. Les pêcheurs, à juste titre d'ailleurs, se bagarrent pour leur avenir, et disent, et nous, on va devenir quoi, etc. Donc la tentation est forte pour un politique de dire, bah oui, c'est vrai, vous avez raison, on va vous coller une subvention pour que vos bateaux restent à quai, ou alors on va vous coller une subvention pour racheter un autre bateau, parce que sur le thon, c'est spectaculaire, hein, tout est subventionné. L'achat des bateaux, la mise à l'eau des bateaux, l'arrêt des bateaux au port, la réfection des bateaux, le désarmement des bateaux, absolument tout est subventionné, avec nos impôts. Avec nos impôts. Pour aller pêcher 15 jours, 3 semaines du thon, dont les stocks sont à 10% de ce qu'ils étaient au début du siècle, franchement. Mais le politique doit être élu dans 5 ans. Et c'est pas notre pas de tir du tout à nous. Et comment la société occidentale va résoudre ce dilemme-là, bah, honnêtement, je ne sais pas. Très compliqué. Xi Jinping a une solution, lui. Mais je pense que nous ne la voulons pas. Coronavirus. Oui. Merci de me laisser la parole. Vous avez rappelé le rôle fondamental du phytoplancton. Est-ce que ce ne serait pas le sauveur de la planète dans l'optique d'une stimulation de la croissance du phytoplancton par le CO2, mais on sait que l'acidification des eaux contrarie la croissance du phytoplancton. Ouais, c'est une histoire très compliquée, dont je ne suis pas spécialiste. Je sais que beaucoup de gens discutent autour de ça. Notamment, vous savez, il y a des gens qui disent que les eaux notamment de la région antarctique, sont très pauvres en métaux qui sont indispensables pour la prolifération du phytoplancton, et que donc on pourrait ensemencer l'océan avec du fer de façon à stimuler la production primaire et fixer. Il y a beaucoup de gens qui hurlent au loup en disant oh là là, on va faire n'importe quoi quand on va faire ça et on va rien contrôler du tout. Donc, plus généralement, une des solutions pour le réchauffement climatique, de façon évidente, et d'ailleurs il y a un papier qui est sorti dans Science l'an dernier, où j'aurais dû faire une diapo, c'était assez fascinant, c'est effectivement de laisser la nature faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire fixer le carbone, c'est de planter des arbres. Et dans ce papier dans Science, c'est con, j'aurais dû le retrouver, ils ont calculé le nombre d'hectares qu'il faudrait planter pour diminuer par 2 le taux de CO2, et c'est pas gigantesque. Enfin, c'est beaucoup, mais c'est pas totalement infaisable. Donc oui, la solution est effectivement de planter des arbres et de favoriser la photosynthèse pour favoriser l'assimilation du CO2. Donc c'est là où je crois beaucoup à Steven Pinker, c'est que je suis persuadé qu'il y a des solutions faisables. Moi je suis un éternel optimiste. Hein. Pour moi, quand un verre est à moitié vide, il est d'abord à moitié plein, vous avez à boire. Voilà, donc je crois beaucoup à l'humanité et je crois qu'on va s'en sortir. Par contre, faut pas relire. Valide.
Oui, c'est vrai ça fait plus de 50 ans que les scientifiques alertent sur les grands problèmes et qu'on ne les écoute pas, ou tout au moins on les écoute, on leur dit oui, il y a des grands programmes effectivement pour l'environnement, pour la biodiversité, et sur le terrain on s'aperçoit qu'effectivement les moyens n'y sont pas. Et quand notamment il y a on a un dossier économique et un dossier environnemental, on est à peu près sûr que c'est le dossier économique qui va prévaloir sur le terrain. Voilà. Mais ceci dit, je voulais dire, vous demandez des solutions. Mais les solutions, on les a. On les a par nous-mêmes. C'est-à-dire, tout un chacun est la solution. Parce que je vais vous dire, il se trouve que depuis quelques années, depuis le développement des réseaux sociaux, on a la parole. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça fait avancer les choses lentement, bien entendu. D'abord, les grands problèmes maintenant sont quand même... Tout un chacun, vous interrogez n'importe qui dans la rue, il vous dira qu'effectivement il y a des grands problèmes, il y a déjà une conscience de ces grands problèmes. Et d'autre part, pour les solutions, eh bien, il faut faire pression. Et il faut faire pression en changeant notre mode de vie, puisque effectivement, vous avez la possibilité de ne pas acheter certaines choses, de réduire vos achats et de n'acheter que ce qui est politiquement, environnementalement correct. Voilà, et ça, c'est tout un chacun qui peut le faire. Ouais, vous avez effectivement deux pouvoirs qui sont très très importants, bien plus que ce qu'on croit, qui est votre bulletin de vote. Et quand même, à la Révolution, vos ancêtres se sont battus pour l'avoir, hein. Donc on l'a toujours. Et notamment, là, il y a des élections municipales. Et alors je vais pas faire la campagne à Banus, hein, c'est pas la question. Mais les maires ont un rôle environnemental important. Et donc il ne faut pas hésiter à utiliser son bulletin de vote et à demander aux maires, dans les réunions publiques, et l'environnement, vous faites quoi? Donc vous avez ce pouvoir-là, et vous avez votre pouvoir d'acheteur, qui est peut-être encore plus grand que ça. Et effectivement, comme dit Aline, votre pouvoir d'acheteur, c'est effectivement de faire attention à ce que vous achetez, ce qui peut avoir un gros impact. Merci, Monsieur Audet. Vous êtes très optimiste. Je voulais vous demander que deviendra Dame Nature quand les sapiens que nous sommes auront disparu. La question, bon, je ne suis pas doué pour la science-fiction. Je pense que la question sera de savoir pourquoi on a disparu et comment on a disparu. Ce qu'on voit, ce qui est très très inquiétant, hein, c'est la diminution de la biodiversité. Ça c'est quelque chose sur lequel je voulais... Merci de votre question parce que je voulais vraiment insister là-dessus. Autant les gens sont conscients de le réchauffement climatique et de la question des plastiques, autant les gens restent encore peu conscients de l'importance extrême de la crise de la biodiversité. Or, nous le savons bien, vous le savez bien, vous tous. Souvenez-vous, il y a 20, 30, 40 ans, quand vous étiez à côté d'un bouquet de romarins, comment ça bruissait partout. Et ils sont où tous ces insectes? Moi, j'ai été frappé quand le prince de Monaco est venu, il nous a offert un film. Et dans le film, ici dans cet amphi, j'ai dit à tout le labo, bah, tiens, on va se réunir, on va voir le film. Et on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Sandrine était là, je me souviens. Et dans le film, il y a un coup de chalut en baie de Bagnous en 1905, quelque chose dans ces eaux-là. Et il y avait des marins de nos bateaux qui étaient là. Et à la fin, ils viennent nous voir, ils avaient les yeux comme ça qui sortaient des orbites. Ils disent, mais Vincent, tu te rends compte? Un coup de chalut à Bagnous en 1905, mais ils avaient ça de poisson. Mais nous, si on fait ça maintenant, mais on a ça. Ils ont chaluté combien de temps? Voilà, la crise de la biodiversité, elle est extraordinairement forte. Et c'est les fondements de notre vie. Il ne faut pas croire une seule seconde qu'on puisse vivre sans la biodiversité. Les exemples abondent où l'activité économique, elle est évidemment connectée à la biodiversité et à la fin notre vie même. Donc on ne peut pas vivre sans les animaux et les plantes, sans la richesse du monde qui nous entoure. Et ce qu'on est en train de voir, moi ce qui m'inquiète beaucoup sur la Méditerranée, c'est qu'on est en train de faire ce qui s'est fait dans certaines zones du golfe du Mexique, ce qui s'est fait en mer de Chine. C'est un écosystème extrêmement sain où il y a des bactéries, un peu de plancton, des méduses. Terminé. Une fois qu'on est là, on ne sait pas revenir en arrière. C'est définitif, c'est fait, on ne sait pas faire. Il faut se rendre compte que la proportion, le nombre de zones hypoxiques, c'est-à-dire sans oxygène, où la vie est impossible, dans nos océans,
là encore j'aurais dû mettre une diapo, augmente sans arrêt. Dans l'Adriatique, il y a plein de zones comme ça. Voilà, donc vraiment la biodiversité est très inquiétante. Et si l'homme disparaît, j'ai bien peur qu'il disparaisse à cause de son activité. Et là, la vie sera toujours là. Hein. On sera toujours un monde dominé par les bactéries et les petites bêtes. Mais toute la faune que nous connaissons. Oui, merci. Nous sommes, je crois, tous conscients, et c'est bien aujourd'hui, des problèmes écologiques qui se posent à notre planète. C'est très bien. Nous sommes des gens responsables, il faut prendre des dispositions, c'est très bien également. Mais le problème que nous avons essentiellement, je crois, aujourd'hui, c'est que la majorité de la population, c'est pas nous. Ce sont les Indiens, ce sont les Chinois, ce sont l'Amérique du Sud, c'est éventuellement l'Afrique. Et ces gens-là, qui ont en plus un niveau de vie bien inférieur au nôtre, ils n'aspirent qu'à une chose, atteindre un niveau de vie actuellement, et automatiquement, ils vont polluer. Et c'est là le gros problème. Comment faire passer le message à ces populations? Alors là-dessus, je suis plus optimiste. D'une part, parce que, ayant été beaucoup en Asie, je me suis aperçu qu'ils ont ils sont comme nous, ils se sont beaucoup aperçus qu'il y avait un vrai gros problème environnemental. Et il ne suffit pas de s'apercevoir qu'il y a un problème environnemental pour le régler, comme vous savez, mais on n'a pas de leçons à donner aux autres là-dessus. Ensuite, on a d'autant moins de leçons à donner aux autres que, par exemple, pour le plastique, nous avons envoyé, jusqu'à ce qu'ils disent stop, on a envoyé tous nos plastiques à recycler en Chine, puis en Indonésie, puis maintenant on envoie en Afrique. Donc, et là où vous avez raison, c'est que effectivement les négociations sur le climat, elles butent exactement là-dessus. Les Chinois disent aux Européens et aux Américains, bon, vous êtes gentils, il faut que nous on s'arrête, vous êtes au sommet, et puis, trop facile. Honnêtement, la prise de conscience, elle existe. Sur quelque chose de très... vous allez me dire, c'est un petit problème, mais la vie est faite de ces petits problèmes réglés. Sur la question de l'ivoire, en Chine, vous savez que la Chine achète des quantités effroyables d'ivoire et explique une bonne partie de la raréfaction des éléphants et des rhinocéros à cause du braconnage. Eh bien, il y a eu plusieurs actions de sensibilisation en Chine, et où, par l'éducation, on a commencé à avoir une transformation des mentalités en Chine sur cette question-là, où c'est devenu politiquement incorrect d'acheter tout et n'importe quoi. Donc tout n'est pas rose, ça met du temps, etc. Mais ça va, ça vient, et ça vient vite. L'Asie avance à une vitesse colossale. Donc là-dessus, je suis moins inquiet. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence qui était vraiment très enrichissante. J'avais une question justement à propos des méduses. Est-ce qu'on connaît la proportion d'augmentation des populations de méduses et en Méditerranée et dans le monde en général? Alors c'est difficile à ma connaissance de donner un chiffre précis. C'est clair qu'il se passe quelque chose. Moi j'ai été frappé par un article qui est sorti dans Current Biology il y a 2-3 ans de l'équipe de David Grémillet à Montpellier, très intelligemment fait. Ils se sont dit qu'ils voulaient quantifier globalement à l'échelle de la Méditerranée et de l'Atlantique français la quantité de méduses. Et ils se sont dit, bon alors c'est très compliqué à faire, et donc leur idée a été de compter le nombre de poissons-lunes. Pourquoi? Parce que le poisson-lune mange exclusivement des méduses. Il mange des méduses, des siphonophores, enfin tout ce qu'on appelle le plancton gélifié. Donc ils se sont dit, si on compte le nombre de poissons-lunes, grosso modo, on doit mouiller, on aura une liste, parce qu'on sait combien de méduses mange un poisson-lune pour être en train de sortir, on aura une idée à peu près approximative de la quantité de méduses. Et puis le poisson-lune, il a une particularité, d'où son nom d'ailleurs, il fait la planche à la surface pour se réchauffer après ses plongées. Et donc, vous pouvez monter dans un avion, un petit Cessna là, vous faites des transects en mer, et puis vous comptez le nombre de poissons-lunes assez facilement. Et ils ont trouvé pour une fois 10 fois plus de poissons-lunes qu'attendu en Méditerranée. Et ils ont calculé, ils en ont inféré qu'ils avaient à peu près 10 à 15 fois plus de méduses que ce qu'ils attendaient en Méditerranée. Pas bon. Alors ensuite, tiens, justement, pourquoi? Alors, pour réchauffement climatique, possiblement très compliqué à observer, j'ai lu dans la littérature et les gens ne sont pas d'accord entre eux. Les thons. Les thons, et beaucoup de grands prédateurs comme les thons, mangent 30% de méduses.
Donc on a enlevé un prédateur majeur des méduses. Les méduses, et les sardines et les anchois, pardon, mangent la même chose que les méduses, le même type de plancton. Et on a enlevé leurs compétiteurs. Et puis, les méduses ont un stade de leur vie où elles sont des petits polypes qui doivent se fixer. Et on fait plein de constructions en bord de mer qui donnent des murs prêts pour les polypes. Et on balance des tonnes de plastique qui sont juste ce qu'il faut pour que les polypes de méduses s'installent. Ah bah, faut pas s'étonner. Voilà, et moi je ne veux pas d'une Méditerranée qui n'aurait que des méduses. Hein. Je ne veux... Les conséquences de la prolifération des méduses? Ah bah, la conséquence de la prolifération des méduses, c'est qu'elles mangent beaucoup de plancton, beaucoup de larves de poissons, et donc on est dans une espèce de spirale qui s'est produite en mer de Chine. Hein. En mer de Chine, il y a eu des centrales nucléaires au bord de mer qui étaient bloquées par l'accumulation des méduses. Donc en mer de Chine, il y a des zones où il n'y a plus, je vous disais, des bactéries, un peu de plancton, des méduses. Voilà. Et une fois qu'on est là, compliqué d'y revenir. Donc ça s'appelle la gélification de l'océan. Et un membre de l'Académie des sciences américaine a fait un article il n'y a pas très longtemps dans la revue de l'Académie des sciences américaine, hein, c'est pas vraiment une revue d'altermondialistes militants, en disant attention, on est en train d'arriver à ça. Merci pour votre conférence, monsieur. Plusieurs points. Plusieurs points. Il y a déjà au niveau de la pollution des océans, est-ce que ça monte au niveau de l'ONU et essayer de commencer à nettoyer. Alors je rêve, parce que nettoyer les océans sur des millions de kilomètres carrés, je pense que c'est foutu. Oui. Bon, il y a autre chose de très important, on parle de réchauffement climatique que je nie absolument pas. Donc vous avez actuellement les 15 plus gros porte-containers du monde polluent autant que l'ensemble du parc routier mondial, y compris les camions. Donc quand on achète, ça vient de Chine, ben, essayons d'acheter local. De ce côté-là, ce sera un mieux. Il y a un troisième point aussi dont on ne parle jamais quand on parle de réchauffement climatique et qui me gêne beaucoup, ce sont les cycles de Milankovitch. Alors, où vous le connaissez, les cycles de Milankovitch. Oui. Où vous le connaissez, où j'en parle. Ça me dit vaguement quelque chose, mais allez-y. Bon, alors, les cycles de Milankovitch, ce sont des cycles de 12 à 15 000 ans. Donc, il y a trois choses qui se produisent. Vous avez des rapprochements de la Terre par rapport au Soleil qui se font périodiquement. Vous avez l'inclinaison de la Terre qui se réduit un petit peu. Et vous avez aussi la précession, la Terre pour comme une toupie, et elle est accentuée. Donc, je pense qu'on a le cumul des deux. D'un, l'effet de gaz carbonique, et de deux, les cycles de Milankovitch, qui se cumulent l'un et l'autre. Le fait de ne pas en parler, ça me gêne aussi. Bon. Oui, et alors, puis, le troisième truc qui est important, c'est que nous sommes une centaine, peut-être un peu plus ici. Votre conférence est passionnante. Est-ce qu'il y a un site où on pourrait la partager avec d'autres personnes et en faire bénéficier beaucoup de monde? Merci, monsieur. Alors, je vais répondre à la dernière question. Pardon. Oui, vas-y, réponds à la dernière question. Effectivement, sur le blog du laboratoire, grâce au fait que cette conférence est filmée, vous pouvez la voir et tout le monde peut la partager. Excusez-moi. Alors ensuite, sur les cycles et sur les variations naturelles du climat de la planète Terre, oui, il y a des variations naturelles du climat, c'est une évidence, et ça tombe mal parce qu'effectivement le réchauffement climatique arrive plutôt dans une période chaude, donc c'est pas de chance. Mais l'effet qu'on a là, avec le gaz carbonique, il a deux différences majeures par rapport à ce qu'on a connu avant. Il est effroyablement rapide. Il est incroyablement rapide, ça se passe comme ça. Alors que les cycles des glaciations, c'est sur des milliers d'années, là on est sur 200 ans. Et pour utiliser un anglicisme, la magnitude, l'importance de la variation qui est créée par l'homme est sans commune mesure avec le cycle naturel. Donc il n'y a aucun doute, là je pense que c'était une question qui était pendante, alors je suis désolé, mais en une heure de temps j'ai un peu du mal à tout dire, donc je suis obligé de survoler, mais franchement cet effet-là est négligeable, hélas, par rapport à l'effet CO2. Et quelle était votre première question ? La première question, vous l'avez éludée, c'est le nettoyage de la mer au niveau de l'ONU. Mais bon, oui, je rêve là. Voilà, vous rêvez, pour faire très rapide, la solution du plastique en mer, elle est à terre. Voilà, elle est utiliser moins de plastique, ne plus utiliser de plastique à usage unique qui n'a pas d'intérêt au long terme, et le faire savoir autour de vous. Voilà. Et puis faire attention aux déchets.
Mais c'est la seule solution du plastique en mer, c'est de réduire notre dépendance au plastique. Au niveau de la consommation de plastique, il y a un problème. Bon, moi, je vais surtout chez le bio, mais notamment pour l'eau. Vous allez dans un supermarché, vous n'avez pas de bouteille en verre, quoi. Vous ne pouvez pas acheter de bouteille en verre. Est-ce que, à ce genre de choses, les scientifiques peuvent appuyer pour que les industriels fassent des bouteilles d'eau, quoi? Le consommateur peut appuyer, Vichy Catalan. Les bouteilles sont en verre. Je ne sais plus qui. Vichy Catalan. Jean Vichy Catalan. Il y a des bouteilles en verre. Moi j'ai juste une petite question qui n'est pas scientifique. Est-ce que vous, personnellement, le thon rouge, vous mangez encore du poisson et lequel? Alors ça c'est une bonne question, et c'est vrai que c'est compliqué. Donc je mange encore du poisson, je suis un grand fan des poissons, vivants, morts, dans toutes les... et j'essaye de faire le plus attention possible. Ce qui n'est pas facile. Par exemple, pour vous dire une idée, même moi qui m'intéresse quand même de près à ces questions, jusqu'il y a 3 mois, je mangeais en parfaite bonne conscience du merlu, jusqu'à ce que je lise que très récemment, la communauté européenne a fait une régulation sur la pêche au merlu en Méditerranée, et qu'on pêche 6 à 12 fois trop de merlu en Méditerranée. Donc je me suis dit, mince, tous les merlus que j'ai consommés avec délectation, j'aurais pas dû. Ça devient problématique. Donc il faut effectivement réduire notre consommation de poisson. Mais d'une façon générale, il faut réduire notre consommation de viande et de poisson. Mais je vais m'installer à Okinawa. C'est l'île des centenaires. Et les centenaires d'Okinawa sont essentiellement végétariens. Bon, et ils sont en restriction calorique. Bon, alors moi je suis pas en restriction. Désolé. Et ça va pas s'améliorer, je pense. Donc il faut réduire notre consommation de poisson. Il n'y a pas... hélas, la n'est pas une solution parce que les poissons d'aquaculture sont nourris avec des poissons que nous ne consommons pas mais qu'on va pêcher. Donc il faut d'abord vraiment faire très très attention au gaspillage d'une façon générale, consommer local, et puis à faire consommer des poissons herbivores. Mais bon, c'est pas facile. Je crois que la lotte ça va pas mal. Il me semble. Mais ouais, il me semble. Monsieur Lollet, vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied en me disant que vous avez mangé des algues. Oui. Parce que je vous demandais en fait, qu'est-ce que vous mangez en fait. C'était une boutade. Oui. Alors, je vais jouer mes écolos. Vous avez parlé de planter des arbres, et ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faudrait peut-être déjà commencer par ne plus les couper. Alors, ça c'est pas une question, c'est une déclaration. Je suis étonné, je suis l'un des seuls, sinon avec mon voisin qui n'est pas très loin, à me chauffer l'hiver sans dépenser de carbone. À me chauffer la maison. Solaire. Oui. Voilà. Alors bon, je suis un mauvais exemple ici, mais je suis désolé. Non, mais... J'ai pas de compagnie de ce côté-là. Franchement, ça c'est quelque chose qui, quand même, on sent qu'il est en train de venir. C'est-à-dire que, d'ailleurs, prenons quelqu'un qui n'est pas un altermondialiste militant, Boris Johnson. Que le Premier ministre britannique, je ne suis pas sûr de sa sincérité, ça c'est un understatement, mais que le Premier ministre britannique considère que la question environnementale et climatique est suffisamment importante pour qu'il fasse une annonce publiquement en disant je vais avancer de 5 ans la neutralité carbone du Royaume-Uni, c'est un signe qu'ils savent très bien qu'il va falloir qu'ils arrêtent de jouer avec le feu. Moi je pense personnellement, il n'y a pas très longtemps j'ai fait cette conférence devant le club de l'écho, ici à Magnus, mais c'était le club de l'écho de l'indépendant. Et je leur ai dit, je leur ai dit parce que je pense, une solution du problème environnemental, c'est de vous convaincre, vous, businessman, que s'intéresser à l'environnement, ça va créer de la richesse, ça va faire des jobs et vous allez gagner du fric. C'est exactement ce qu'il faut espérer. On peut avoir des positionnements politiques, et peu importe mes opinions politiques. On pourrait, et j'entends souvent des gens dans des conférences qui me disent « Ouais, mais le problème c'est le capitalisme, etc. »
Peut-être, ça c'est chacun son opinion. Et on peut se dire, allez, on va faire la révolution, qu'on le veuille ou pas. Je suis un peu inquiet sur les révolutions, parce que la plupart du temps, quand même, ça passe par des moments où c'est quand même un peu violent. Donc je suis pas très fan, disons. Mais à la limite, je peux admettre ça, parce que c'est vrai que le capitalisme, c'est le capitalisme qui a au fond, qui est avec cet appétit de profit qui nous met dans la situation où nous sommes. Mais je ne crois pas qu'on puisse simplement dire on va enlever le capitalisme. On peut faire des effets d'estrade, mais je n'arrive pas à y croire. Par contre, expliquer et convaincre les industriels qui vont pouvoir gagner de l'argent en protégeant l'environnement, ça c'est possible. Ça c'est possible, et ça c'est une solution. Et ça me semble une solution, une voie moins étroite, ou disons qu'il soit moins sans issue qu'une énième révolution, qui va peut-être arriver, hein, parce que... Vous nous avez parlé de l'influence majeure du CO2 dans l'atmosphère, mais j'ai lu il y a quelque temps qu'il y avait aussi d'autres gaz à effet de serre, notamment le méthane, qui aurait une influence 40 fois plus efficace que le CO2 et qui est piégé dans le permafrost, dans les océans, et puis sans compter les ruminants, bien sûr. Voilà, 20% du méthane, c'est le paix des vaches. Le diable est dans les détails. Oui, donc le méthane, absolument, et c'est la question du permafrost, c'est-à-dire que si le permafrost décongèle, là on va avoir un très très gros souci. Donc parce que je crois faut quand même peut-être qu'on s'arrête. Si j'ai un message à vous donner, c'est que vous avez des enfants et des petits-enfants, et que c'est absolument essentiel qu'on les aide à construire un monde qui soit vivable pour eux. Et là-dessus, moi j'ai un respect infini pour Greta Thunberg et un mépris infini pour les gens qui l'attaquent. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Greta Thunberg, on peut ironiser sur le côté médiatique, on peut ironiser sur ce qu'on veut. Mais elle a dit une chose très très vraie il n'y a pas très longtemps. Elle a dit, ouais, d'accord, vous m'attaquez pour ce que je suis, parce que je suis malade, enfin elle a un Asperger, etc. Mais vous attaquez le thermomètre, vous attaquez pas la fièvre. Récemment, elle a eu un dialogue avec, une polémique avec Vladimir Poutine, où elle a dit très justement, bah ouais, vous vous foutez de moi, mais vous avez répondu à aucune de mes questions. Voilà. Et moi, la colère de Greta Thunberg, je la comprends très fort, parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma vie avant, et qu'est-ce que j'aurais dû faire pour faire un monde dans lequel nos enfants pourraient vivre. Donc je pense que c'est vraiment très très important de se souvenir de ça. C'est une responsabilité qui pèse sur notre génération. On l'a pas vu venir. Alors on peut se flageller. Voilà. Bon, on l'a vu venir, mais en tout cas... Bon. On est la génération qui a pourri le monde et on va donner des conseils aux jeunes qui nous suivent. Ben, en tout cas, alors je ne sais pas s'il faut leur donner des conseils, mais essayer de les aider à faire un monde vivable, ça, ouais, c'est très très important. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'ai été très... ça m'a fait très chaud.